raconte. Christophe Ondelatte. Voici le récit d'une tuerie, un massacre d'une violence inouïe. La tuerie de Montfort dans le Gers en mai 1999. 4 Hollandais assassinés, 2 couples, les Van Hulst et les Nieuwenhuis. Pourquoi ? Eh bien pour de l'argent, pardi, mais tellement peu d'argent que c'est un crime sans queue ni tête, que l'assassin d'ailleurs n'a jamais avoué. J'ai écrit cette histoire avec Hawkis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Vous connaissez le Gers ? Ah, vous devriez. C'est un département magnifique. Le cœur de la Gascogne, le pays de l'Armagnac, du canard gras, du bien manger, du bien vivre. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui se tient en plein cœur du Gers, à Montfort, à 40 km de Auch, la préfecture. Mais les protagonistes de cette histoire ne sont pas vraiment gersois. Ce sont des Néerlandais. La qualité de vie, le charme des maisons de ce coin-là, et leur prix aussi. Beaucoup de Néerlandais à la retraite sont venus s'installer dans le Gers dans les années 90. Le couple qui nous intéresse s'appelle Van Hulst. Ils habitent à Montfort depuis 8 mois, à la Boupillière, une solide maison gasconne au milieu des champs de maïs. Elle porte le nom du ruisseau qui serpente en contrebas. Le vendredi 21 mai 1999, les Van Hulst sont invités à dîner un autre couple de Néerlandais, Monsieur et Madame Wegmans. Mais ils n'ont pas confirmé. Alors les Wegmans les appellent, plusieurs fois. Ça sonne toujours occupé. C'est étrange, hein ? Je ne comprends pas. S'ils avaient changé d'avis, ils nous auraient prévenus, non ? Et ils ne rappellent pas. Et le vendredi soir passe, pas de nouvelles. Et donc pas de dîner. Le lendemain, samedi, les Wegmans, intrigués et inquiets, décident d'aller à la Boupillière. Quand ils arrivent, tiens, les volets sont fermés et il n'y a pas de voiture devant la maison. Les Wegmans connaissent bien les Van Hulst. Ils savent comment entrer quand on n'a pas la clé. Il y a souvent un plan B à la campagne. Ils entrent, ça pue et l'électricité est coupée. Il leur faut trouver le disjoncteur. Ah, le voilà. Oh nom de Dieu! Dans la cuisine, une scène d'horreur. Un homme gît au milieu de la pièce, il est couché sur le ventre, il a les mains et les pieds liés au milieu d'une mare de sang. Les Wegmans appellent tout de suite les gendarmes. Allô? Et là débute une enquête qui va durer 3 ans. Quand ils arrivent, les gendarmes pénètrent dans la maison, caméra au point, pour enregistrer la scène de crime dans son état le plus vierge possible. Et dans la cuisine, comme l'ont dit les Wegmans, ils trouvent un homme ligoté sur le sol avec du gros scotch. Il a été égorgé, lui, hein? Et ensuite, ils enfoncent la porte en entrant à droite, qui est fermée à clé. Et là, ils trouvent le cadavre d'une femme, étendue sur le dos, bâillonnée, la gorge tranchée, elle aussi. Et les poignets et les chevilles attachés avec le même gros scotch. Eh ben dis donc, t'as vu ? Il y en a partout, hein ? Quand elle a été égorgée, le sang a giclé sur le mur et le plafond. Mais c'est pas fini. À l'étage, une autre chambre est verrouillée. À l'intérieur, les gendarmes trouvent un 3e cadavre, une femme couchée sur le lit, égorgée elle aussi. Eh ben dis donc, elle, il était pas loin de la décapiter, le gars. Waouh. Et puis dans un petit atelier attenant à la maison, il tombe sur un 4e cadavre. Ah, t'as vu ? Celui-là, il n'a pas été égorgé. Il a été tué par balle, lui. 4 balles dans le buffet, 3 dans le dos et 1 dans le thorax. 4 morts, donc, que les Wegmans identifient tout de suite. Ce sont les propriétaires. Marianne et Artie Van Hulst. Et là, c'est la sœur de Madame Van Hulst, Dorothea. Et son mari, Johan.
Cet après-midi, 4 corbillards ont quitté le petit chemin qui mène à la propriété des Van Hulst. Une autopsie aura lieu mardi à l'Institut médico-légal de Toulouse. Toute la journée, une soixantaine de gendarmes, la plupart équipés de grands chirurgiens, ont fouillé intérieur et extérieur de la bâtisse à la recherche d'indices. Un hélicoptère a même survolé la zone. Le ou les auteurs de la tuerie ont pris beaucoup de soin à dissimuler leur passage. Ils ont fermé portes et volets et effacé leurs empreintes. Le crime, sauvage et barbare, selon l'expression du procureur qui est... Pour vous donner une idée de la barbarie de ce quadruple meurtre, prenons le cadavre qui est dans la cuisine. C'est celui du beau-frère de Madame Van Hulst, Johan Nieuwenhuis. Il a la gorge tranchée, plus une quinzaine de plaies profondes dans le dos. Et ses genoux sont sectionnés jusqu'au tendon. Quant au lien qui entrave ses chevilles et ses poignets, ils sont très serrés. Ça donne l'impression qu'il a été torturé, non? Ce gars-là, tu penses pas? Et torturé pourquoi? Pour de l'argent, peut-être? Autour du cadavre, il y a tout le contenu de son portefeuille. Et un chéquier, sur lequel d'ailleurs il y a une trace de pas. Il y a un truc bizarre, tu trouves pas? Ils ont tous des anoraks et des bottes aux pieds. Donc on peut penser que soit ils venaient de rentrer, soit ils allaient sortir. Tous, non. Pas Artie Van Hulst, celui qui a été tué par balle dans l'atelier. Le seul qui n'ait pas été égorgé. Lui n'a pas d'anorak et il n'a pas de bottes. Il est en tenue d'intérieur, comme on dit. Par les enfants des 4 victimes qui vivent aux Pays-Bas, les gendarmes apprennent que les Nieuwenhuis, le beau-frère et sa femme, étaient venus passer quelques jours chez les Van Hulst pour les aider à rénover leur maison. Ils apprennent aussi le déroulement de la soirée du crime. Oui, j'ai eu mes parents dans le soirée. Je sais donc à peu près ce qui s'est passé. Alors mon père m'a dit qu'ils avaient prévu d'aller dîner au restaurant et que quand ils allaient partir, le peintre est arrivé vers 7 heures du soir. Il s'appelle Kamel, je crois. Il était là depuis le début de la semaine pour faire des travaux, quoi. Vous avez remarqué peut-être que la maison est en chantier. Et donc il a dit Kamel qu'il voulait terminer son travail le soir même, c'est ce que m'a raconté mon père. Et je sais que mes parents étaient un peu embêtés parce que ils voulaient pas le laisser tout seul. Ils se méfiaient un peu de lui, ils pensaient qu'il fouillait dans les armoires, vous voyez. Et donc mon père a dit, allez au restaurant sans moi je vais rester avec Kamel pour l'aider. Et donc ma mère et les Nieuwenhuis sont allés au restaurant et mon père est resté tout seul avec ce Kamel. Ça, dans la tête des gendarmes, et dans la vôtre aussi sans doute, ça dessine un scénario. Le peintre Kamel tue Artie Van Hulst d'un coup de revolver pendant que les autres sont au restaurant. Il attend leur retour et quand ils arrivent, il les égorge, un par un. Ça se tient. Mais avec quel mobile? Et pourquoi tant de barbarie? Pourquoi les égorge-t-il jusqu'à faire gicler le sang au plafond? Pour de l'argent? Sans doute. On a vidé leur portefeuille à tous. Et dans ce cas-là, les tortures, ça serait pour leur faire avouer les codes de leur carte de crédit, par exemple. Car les cartes de crédit ont toutes disparu. Mais bon, que de sauvagerie pour quelques centaines d'euros. Bref, si on s'en tient à ce scénario, eh bien le sauvage, c'est le peintre, c'est Kamel Ben Salah. Il doit se douter qu'il est dans le viseur. Il appelle de lui-même les gendarmes. Gendarmerie, j'écoute. Bonjour. Voilà, je m'appelle Kamel Ben Salah. Et je travaillais chez les Van Hulst le soir du crime. Mais je pense que je suis le dernier à les avoir vus vivants. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Il tombe bien. Rendez-vous à la gendarmerie. Et voilà ce qu'il raconte. Mais je suis arrivé chez les Van Hulst vers 6 heures, je crois. Et je leur ai proposé de terminer mon chantier. Il me restait à finir le ponçage dans la cuisine et à passer une deuxième couche dans le salon. Et vous avez terminé à quelle heure?
Je dirais vers 23 heures. Après j'ai rangé, et là d'ailleurs Madame Van Holst et sa sœur et son beau-frère sont revenus du restaurant. Et moi donc je suis rentré chez moi, voilà. Vous êtes arrivé à quelle heure chez vous? 23h30 par là. Il dit peut-être vrai. Mais pour être honnête, les gendarmes en doutent. Mais ils n'ont pas d'autre choix pour l'instant que de le laisser repartir, en gardant un œil sur lui. Ils se mettent à le filocher de loin, et surtout il place son téléphone sur écoute. Là-dessus, à une vingtaine de kilomètres de Montfort, dans un champ près d'un silo à grains, on retrouve une voiture avec de fausses plaques allemandes. Et donc les gendarmes appellent la police allemande et incidemment, ils leur disent « On se demande si ça n'a pas un rapport avec une tuerie qui a eu lieu chez nous il y a 3 jours. » Et les Allemands répondent « Une tuerie? Un massacre? 4 morts ?» Nous, ça fait 6 mois que nous traquons ici en Allemagne un certain Dieter Zuim. Il a égorgé 4 personnes ici chez nous. Et on l'appelle le tueur fou. Et c'est un ancien légionnaire de chez vous, en France. Et nous pensons qu'en ce moment, justement, il est en cavale dans le sud de la France. Je dois vous dire que cette tuerie-là, ça lui ressemble beaucoup. Hein. Pourquoi pas? Mais en vérité, cette piste allemande, les gendarmes n'y croient qu'à moitié. Parce que eux, ils ont toujours Kamel le peintre en ligne de mire. Et ils s'intéressent aux cartes de crédit. Le tueur les a volées toutes. Et il y en avait un paquet. 11 cartes bleues en tout pour le couple Van Holst et 5 pour les Nivenoys. Alors est-ce que ces cartes ont servi? Eh ben oui. Il y a eu une 40aine de tentatives de retrait d'argent avec ces cartes, dans un rayon de 40 km. La plupart du temps, les cartes ont été avalées après 3 essais. Le tueur n'avait donc pas les codes, mais il est parvenu à effectuer 6 retraits. 3 retraits la nuit du meurtre, pour un total de 7 000 francs, un peu plus de 1 000 euros, et 3 le lendemain pour 4 400 francs. Et ces 6 retraits fructueux ont tous été réalisés avec les cartes de Johann Nivenoys, celui dont on a pensé, en voyant les supplices sur son cadavre, qu'il avait été torturé. On ne s'est sans doute pas trompé. Il a été torturé pour donner ses codes. Ça paraît clair. Mais ce qui est bigrement intéressant, c'est la date de la plupart des tentatives de retrait, celles qui ont échoué. Elles n'ont pas eu lieu le soir du meurtre, ou juste après. Elles ont eu lieu toute la semaine qui précède la tuerie. Pile à partir du moment où le peintre, Kamel Ben Salah, commence ses travaux dans la maison. Et on en revient encore et toujours à Kamel, l'homme que les Van Holst soupçonnaient de fouiller les armoires. La piste de l'égorgeur allemand est intéressante, hein? Mais il ne peut pas avoir volé les cartes de crédit avant le meurtre. Alors que Kamel Ben Salah, si. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce Kamel Ben Salah? Eh bien, il a 35 ans, c'est un petit dealer, et aussi un gros consommateur de cannabis, du genre qui enfile les pétards dès le petit déjeuner. Il vit à Estramiac, à 30 km de Montfort. Il est marié à Sandrine, qui a un petit garçon. Et d'après ce qu'on dit, ils ont de sérieux problèmes d'argent, des dettes un peu partout, du mal à payer leur loyer, et même une ardoise à la cantine du petit. Les gendarmes, je vous l'ai dit, ont placé Ben Salah sur écoute. Au début, ça ne donne rien d'intéressant. Et puis le 12 juin, 3 semaines après la tuerie, Kamel reçoit un appel. Une bijouterie. Monsieur Ben Salah? Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour, monsieur. Dites, c'est la bijouterie de Roques-sur-Garonne. C'est pour vous dire que votre bijou est prêt. Et vous pouvez venir le chercher. Un bijou? Il s'est fait fabriquer un bijou alors qu'il est fauché. Les gendarmes foncent à la bijouterie.
Et la bijoutière leur raconte que ça n'est pas un bijou qu'il a commandé. C'est deux. Alors, il m'a commandé une bague à 2400 francs pour sa femme, je crois. Et puis une petite chevalière à 700 francs pour son fils. Au total, il y en a pour 3100 francs, 470 €. Il n'est donc pas si fauché que ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ces bijoux, il les a payés avec de l'argent qu'il est allé retirer au distributeur du centre commercial. Et là, on vérifie. Ça colle avec un retrait effectué avec la carte de Johann Nieuwenhuis. Comme par hasard. Ça mérite une garde à vue, non ? Avant la garde à vue, les gendarmes perquisitionnent sa maison. Ils trouvent un ticket de caisse. Tiens, il a changé les pneus et les housses de siège de la voiture de sa compagne. Et il l'a lavé aussi. Le grand lavage, le plus cher. Pour effacer quoi ? Des traces de sang ? Parce que vu le carnage, le tueur devait en être couvert. Alors qu'est-ce qu'il a dans le ventre, en garde à vue ? Le camel. Monsieur Bensalah, vous avez gagné au loto dernièrement ? Non, pourquoi ? Je suis pas très riche, vous savez, je travaille un peu pour faire face à mes dépenses. J'y arrive pas toujours, hein. Vous n'êtes pas très riche, hein. Et pourtant, vous venez d'acheter des bijoux. Pour près de 3000 francs. Et c'est pas facile à dire, ça. Mais ça, c'est avec l'argent qui vient de la vente de cannabis, voilà, je deal un peu. Mais ça n'a rien à voir avec la tuerie. D'accord. Mais vous qui avez tant de mal à payer la cantine de votre fils, vous achetez des bijoux. Mais c'était pour essayer de reconquérir ma copine, quoi. Ça allait plutôt entre elle et moi, mais c'est idiot, quoi. J'ai préféré sauver mon couple plutôt que de payer la cantine, voilà. Je reconnais, c'est pas bien. Il raconte n'importe quoi. Il n'a pas acheté les bijoux avec l'argent de son trafic de shit. La bijoutière a dit elle-même qu'il a demandé un distributeur. Et au distributeur, il a utilisé la carte de Johann Nieuwenhuis. Il est mal barré. Et c'est pas... Lors de son premier interrogatoire, vous vous souvenez, Kamel Bensalah a dit qu'il avait quitté la Boupillière à 23h. Et qu'il était rentré directement chez lui, où il est arrivé à 23h30. Est-ce que sa femme, qui est en garde à vue, elle aussi, le confirme? Oh ben non, hein. Moi, je prends des somnifères. Alors je l'ai entendu rentrer, hein. Mais je suis incapable de vous dire à quelle heure, hein. Ça ne s'arrange pas pour Kamel. Dites, madame, vous êtes allé au centre commercial retirer les bijoux avec Kamel. Vous avez vu qu'il avait de l'argent. Ça vous a pas étonné? Ben, c'est-à-dire que, là, Kamel, il m'a dit de vous dire ça, qu'on n'était pas allé au centre commercial. Je suis pas censé en parler de ça. Décidément, elle l'enfonce. Ou plutôt, elle renonce à mentir pour le sauver. Le couple va mal. Elle ne veut pas plonger avec lui. Dans la salle d'à côté, quand on demande à Kamel Bensalah de raconter la semaine qui précède le meurtre, voilà ce que ça donne. Ben lundi, alors après le travail, je suis allé à l'île Jourdain pour voir un ami. Après, je suis allé à Mauvezin. Ça, c'était mardi, je crois, après le travail. C'était pour voir un client. Je suis allé à Florence aussi pour du boulot, mais je sais plus quand. Et puis à Auch, à Beaumont. Et dimanche, j'ai passé l'après-midi aux fêtes de Vic-Fezensac. Le crétin, ça colle parfaitement avec les tentatives de retrait d'argent. Il est cuit. Et donc sa femme ressort libre, mais pas lui. Lui, il est mis en examen pour assassinat, accompagné d'actes de barbarie, de vol et d'escroquerie, la totale. Et le juge l'envoie à la maison d'arrêt d'Agen. Là-dessus, s'il restait un doute, on trouve 2 empreintes digitales sur le scotch qui liait les poignets de Johann Nieuwenhuis.
et on les compare avec celles de Kamel Ben Salah, ce sont les siennes. C'est imparable. Mais il a une explication, bien sûr. Ce gros scotch, il s'en servait pour sa peinture. C'est tout. Et désormais, il va procéder comme ça avec tout ce que le juge et les gendarmes vont lui opposer. Par exemple, on a trouvé une trace de pas sur un chéquier près d'un cadavre, vous vous souvenez? Eh ben, c'est pas la sienne. Regardez les chaussures qu'il a chez lui, c'est pas la sienne. Idem pour les retraits d'argent. Sa réponse c'est « Est-ce que quelqu'un qui était là vous a parlé d'un maghrébin ?» Non. Donc c'est pas moi. Autre argument. La tuerie, là. Il fallait être au moins 2 pour faire ça. Neutraliser 4 personnes, ligoter 4 personnes, les porter ensuite dans les pièces de la maison. Il fallait être au moins 2. Et moi, je suis tout seul. C'est la preuve que c'est pas moi. Il est innocent. Innocent. On n'arrivera pas à lui faire dire autre chose. Les retraits d'argent, encore. Est-ce que vous avez une caméra qui me montre retirant cet argent? Vous l'avez pas. C'est la preuve que c'est pas moi. À un moment de l'enquête, les gendarmes engrangent un nouvel élément à charge. Sur le lien qui entravait les pieds de Madame Van Hulst, on trouve une tache de sang avec dedans son ADN. Eh ben, pas de problème, il a une explication. Ah non, mais je me suis coupé avec un cutter dans l'après-midi. C'était pour couper le scotch. Voilà, je me suis blessé, je me suis coupé un peu. Ça a dû goûter sur le scotch. Il n'avouera pas. Il n'avouera jamais. Il est innocent. Et d'ailleurs, il formule une demande de remise en liberté. Rejetée. Tant pis. Il en dépose une autre. Kamel Ben Salah a tenté hier de se suicider alors qu'il était devant la cour d'appel d'Agen. L'unique suspect dans la tuerie de Montfort-en-Chalosse s'apprêtait à voir rejeter sa 7e demande de mise en liberté. Sous les yeux des juges, il a sorti une lame de rasoir avec laquelle il s'est tailladé sous le menton. Ses blessures sont seulement superficielles et ses jours ne sont pas en danger. C'est sa 5e tentative de suicide. Kamel Ben Salah... Malgré ses dénégations et ses tentatives de suicide, le juge a bien l'intention de le renvoyer devant la cour d'assises. Même s'il reste un mystère, parce que pour massacrer 4 personnes comme ça, pour les torturer, les égorger, jusqu'à faire gicler le sang au plafond, il faut être un sacré psychopathe. Or, quand on regarde la vie de Kamel Ben Salah jusque-là, il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est un petit dealer un peu paumé, c'est un type qui a des problèmes d'argent, mais enfin tous les fauchés n'égorgent pas leur prochain. Et les gens qui le connaissent disent qu'il est gentil, toujours prêt à rendre service. Mais un égorgeur, non. Et jusqu'au bout, ça restera un mystère, ça. Ah, je ne vous ai pas dit. L'égorgeur allemand a fini par être arrêté, en Allemagne. Et il jure qu'il n'a pas fichu les pieds en France pendant sa cavale. Et finalement, rien ne le rattache ni de près ni de loin à ce quadruple meurtre. Le procès de Kamel Ben Salah s'ouvre à Auch le 22 mars 2002. C'est l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. Le procès de la tuerie de Montfort dans le Gers s'ouvre tout à l'heure devant la cour d'assises d'Auch. 4 personnes avaient été sauvagement tuées en mai 99, 2 couples de Néerlandais. Il doit durer 10 jours. 40 témoins sont convoqués à la barre. 72 journalistes s'installent sur les bancs de la presse. Dans le box, Kamel Ben Salah est seul. Devant lui, ses 2 avocats, maître Édouard Martial et maître Gilbert Collin. Et d'entrée, on entre dans le vif du sujet. Le président projette sur 2 écrans géants les images de la scène de crime, filmées par les gendarmes. Ça commence comme un film de vacances, une chaise longue, un bol rempli de cerises, et puis
La caméra entre dans la ferme et c'est très vite un spectacle d'horreur. Un tiroir de cuisine bourré de plomb, 2 pieds inertes retenus par un ruban adhésif au milieu d'une mare de sang séché, puis une plaie terrible au niveau du cou et ses yeux, ce regard qui n'a pas encore été fermé. Dans la salle, en voyant défiler ces images de la première victime, il y en a 4 au total, il règne un silence de cathédrale. Évidemment, les familles des 4 victimes n'ont pas assisté à ça. C'est insupportable pour eux. Kamel Ben Salah, lui, est toujours innocent. Et ses avocats développent l'idée qu'ils ne pouvaient pas commettre un tel crime seuls. Ils étaient forcément 2. L'avocat de Kamel Ben Salah, maître Édouard Martial, juge en outre qu'il n'y a aucun mobile. Je pense que c'est la question la plus importante, c'est celle dont on va devoir obligatoirement discuter parce qu'elle est incontournable. Comment un homme seul, dans cette grande maison, avec la disposition qui se présente, a pu, à lui tout seul, maîtriser, égorger, bâillonner, tuer 4 personnes dans les conditions que nous savons. Il va bien falloir qu'on nous l'explique. Autre argument. Le sang a coulé à flot. Comment se fait-il qu'on n'ait trouvé ni dans la voiture de Kamel, ni chez lui, ni sur ses vêtements, ni sur ses chaussures, de traces de sang? Et c'est vrai que ça, c'est étonnant. Étonnant aussi, le témoignage du médecin qui a autopsié les 4 corps. Je suis formel. La totalité des coups de couteau qui ont été portés sur les victimes ont été portés par un droitier. Or, Kamel Ben Salah est gaucher. Qu'à cela ne tienne, l'avocat général a une explication. C'est très simple. L'accusé est gaucher, il tient son fusil de la main gauche, et il torture ses victimes de la main qui lui reste. Ce à quoi l'avocat de la défense rétorque. Mais enfin, ces victimes étaient totalement attachées, solidement. Pourquoi est-ce qu'il se serait encombré d'un fusil qu'il aurait tenu dans la main gauche? À la fin, l'avocat général requiert la peine maximale, perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Le délibéré dure 4h30 et les jurés suivent l'avocat général. Perpète, 22 ans de sûreté. Les familles des 4 Néerlandais sont soulagées. C'était un moment avec beaucoup de tension. Il y a une grande différence entre nos esprits avant le verdict et après. On est vraiment soulagés, oui, et on est très fatigués. Je voudrais dire merci à la justice française, à tout le monde qui nous avons aidés. Kamel Ben Salah fait appel, bien sûr, et un deuxième procès se tient devant la cour d'assises de Gironde, 1 an plus tard. Et au bout, Kamel Ben Salah écope de la même peine, perpète, 22 ans de sûreté. Il est en prison au moins jusqu'à ses 56 ans. C'est la fin de cette histoire que nous allons débriefer maintenant avec maître Jacoba Jonc-Dunant. Vous étiez l'avocate des familles des 4 victimes hollandaises, avocate donc de la partie civile dans ce dossier. On vient d'ailleurs d'entendre le fils de monsieur et madame Van Hulst qui remercie la justice française. Je suppose évidemment que tous ces gens-là découvrent un système judiciaire qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que pendant 3 ans d'enquête, ils ont été confiants ou défiants? Parce que quand on est étranger, on est souvent défiant. Je pense qu'ils ont été très confiants quand même dans le système français parce que d'abord ils connaissaient pas la partie civile, mais ils ont bien compris que la partie civile aurait quand même un mot à dire et pouvait suivre de très près une affaire criminelle telle que celle qui s'est présentée. Et les enfants ont été très suivis aussi aux Pays-Bas par la presse, par des personnes qui les ont soutenus aussi, parce que faut pas oublier que les 4 enfants ont perdu leurs 2 parents d'un seul coup, puisqu'ils étaient des enfants des 2 sœurs qui étaient mariées, l'une à monsieur Van Hulst et l'autre à monsieur Nieuwenhuis. Donc ils étaient très proches. Puis ils ont vu que la France aussi faisait beaucoup d'efforts pour
les traductions, par exemple, le président du tribunal de l'époque avait obtenu de la chancellerie, d'ailleurs, qu'on fasse traduire tous les débats pour les enfants. Donc, ils ont pu vraiment comprendre tout ce qui se disait. On a souvent comparé, maître Jonque Dunant, cette affaire à l'affaire Omar Haddad. Alors, Omar Haddad était marocain, Ben Salah est d'origine tunisienne. Ce qui les relie, en tout état de cause, c'est deux choses. D'abord, on n'a pas de preuve absolue, totale, formelle, le truc, l'ADN par exemple, qui emporte absolument la conviction. Et ils sont dans le déni de leur crime, tous les deux. Oui. Alors, dès le départ, d'ailleurs, enfin, ce qui était intéressant à noter, c'est que dès les premiers moments, Kamel Ben Salah s'est lui-même comparé à Omar Haddad. Et il a tout de suite dit on me prend moi parce que je suis tunisien et parce que je suis l'homme à tout faire, alors que Omar, lui, c'était le jardinier, vous voyez. Donc il a parlé lui-même tout de suite de Omar Haddad. Et un autre élément dans cette comparaison entre les deux, c'est que M. Verhulst, lui, il n'était pas tué avec un couteau. Mais M. Verhulst, il est mort par des tirs d'une arme, de carabine, voilà. Et M. Verhulst, on l'a retrouvé dans les mêmes conditions que la dame maréchale de l'époque dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il était enfermé dans l'atelier. Il était enfermé dans son bureau, en fait, ou dans l'endroit où il travaillait. Et la porte était fermée par une autre porte qu'on avait laissée tomber derrière la porte. Et on a retrouvé M. Verhulst qu'à travers une vitre dans le grenier. Et c'est là où on a retrouvé M. Verhulst. Donc il était trouvé, lui, en fait, à la fin. Et ça, c'était aussi curieux qu'il y avait cette ressemblance. Ce parallèle. Avec l'affaire Omar Haddad. Alors on dit parfois que Kamel Ben Salah a été condamné sur la somme intime conviction. Et vous avez peut-être entendu dans mon récit tout à l'heure ce journaliste d'Europe 1 qui disait c'est une affaire mystérieuse. En vérité, elle n'est pas si mystérieuse que ça. C'est pas un dossier sans preuve. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a énormément de preuves. Il y a énormément d'éléments parce que, en fait, si vous voulez, l'histoire des cartes bancaires d'abord. Au départ, M. Ben Salah était venu le lundi, la première fois, chez les Verhulst. Et c'est dès ce lundi-là qu'on a commencé, qu'il y a eu des tentatives de retrait avec les cartes. Et puis le mardi, ça a continué. Il y a eu d'autres cartes qui ont été utilisées. Il y a eu des tentatives avec ces cartes-là. Et en fait, donc, n'arrivant pas à sa fin, il n'y avait que lui, si vous voulez, en dehors des 4 personnes de nationalité néerlandaise qui étaient dans la maison et qui avaient accès à ces cartes qui étaient sur un dressoir apparemment dans la maison où ils étaient placés dans leur portefeuille, ou je sais pas exactement quelle façon ils étaient posés, mais enfin ils étaient visibles pour tout le monde. Ils n'avaient pas, au départ, ils se méfiaient pas de cette présence. Donc, pour vous, c'est ça qui convainc absolument, plus que l'ADN dans la tache de sang, plus que les empreintes digitales sur le rouleau de scotch. C'est non, mais ça c'est aussi, oui, parce qu'il disait après qu'on pouvait utiliser le scotch, ça pouvait être donc provenir de lui parce qu'il s'était coupé, alors qu'on avait des rouleaux de scotch et il était manifeste que ce scotch, on ne pouvait même pas l'utiliser parce que tout de suite il se repliait sur lui-même, si vous voulez. On ne pouvait pas prendre un morceau de scotch de l'armoire, enfin de l'endroit où il a été utilisé, parce qu'on ne pouvait plus s'en servir. Donc on ne pouvait s'en servir que à partir du rouleau. Donc si il y a eu le scotch mélangé, enfin s'il y a eu le DNA mélangé. ADN, oui. DNA, c'est hollandais. DNA, c'est en anglais, enfin en anglo-saxon. Oui. Voilà. Donc, s'il y a eu cette présence sur ce scotch, c'est que c'est lui qui a dû se mélanger avec les personnes qui étaient
Alors il y a un mystère quand même. Il y a un mystère et c'est le grand argument évidemment de la défense de Kamel Ben Salah. Oui. Et ça reste en suspens. C'est pourquoi il n'y a pas de traces de sang sur lui. Pourquoi on n'en retrouve pas dans la voiture. Oui, alors mais il a fait le ménage. Hein. Oui, il a bien fait le ménage parce qu'il y avait le voisin qui avait vu chez lui la lumière jusqu'à 3 heures du matin. Et c'est quand même le lendemain qu'il a fait laver sa voiture, qu'il a changé les housses de la voiture. Donc il y a eu énormément de précautions. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que les Warmans, donc qui étaient ses voisins, il était venu travailler chez les Van Hulst parce que le lendemain, donc le vendredi soir, les Warmans devaient venir et comme ça, la maison était terminée, il avait fini ses travaux. Et à ce moment-là, il rencontre le samedi matin les Warmans qui auraient dû donc aller dîner et il partait faire ses courses et il n'a pas demandé du tout comment c'était hier soir alors qu'il avait tout fait exprès pour venir le jeudi soir, soi-disant pour finir ses travaux. Alors on n'a pas su si ses travaux étaient terminés ou pas. En tout cas, c'est le jeudi que tout s'est terminé, tout était parti, tout était volé. Et lui, il avait quand même accès à la maison, les voitures étaient rangées. Enfin, il est revenu le vendredi matin, il est passé à la maison, d'ailleurs, il est passé devant la boutique. Il passe devant, oui. Et il est pour voir, je sais pas quoi, il a vu que la maison était fermée. C'est ce qu'il disait après. Donc, il est quand même allé vérifier s'il y avait peut-être pas rien de spécial. Et il avait dit aussi à Sandrine qu'elle ne devait pas non plus dire qu'ils avaient été dans le centre commercial quand elle était étrangère. Non, mais il y a énormément. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'argument qui est utilisé par la défense, qui consiste à dire, pour commettre un tel crime, il fallait être au moins 2. C'est assez convaincant. Non, je pense pas. Je pense qu'il pouvait, avec son arme, quand même, les femmes, il a pu, sous la menace d'une arme, obliger les deux sœurs à se mettre le scotch, si vous voulez. Il a pu se servir d'elle. Et monsieur Niebenhuis, lui, il a pu forcer les femmes à aider à mettre le scotch autour de monsieur Niebenhuis. Et de toute façon, s'il y en avait eu un autre, comme lui niait, on ne peut pas dire qu'il était 2, parce qu'il nie lui-même, donc il ne peut pas être complice de quelqu'un alors que lui n'y était pas. Oui, ça, effectivement, c'est la limite de son raisonnement. Alors, il y a un autre grand mystère, c'est un crime quand même de psychopathe, c'est-à-dire c'est un crime d'une violence et d'une barbarie absolument incroyable. Pour voler les cartes bleues et tuer ces gens-là, il n'y avait aucune nécessité de les égorger, ni de les torturer, etc. Et jusque-là, dans la vie de Kamel Ben Salah, a priori, il n'y a rien qui dit que ce type est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'il a quand même eu des problèmes de violence l'année d'avant, à Auch, justement, oui. Où il avait menacé avec une arme un voisin, il me paraît. Et il avait été condamné pour ça pendant quelques mois. Donc, mais ça n'a rien à voir avec égorger quelqu'un. Oui, mais ça, c'est... il disait qu'il avait aussi fumé beaucoup de hashish. Alors, le hashish et le assassin, si vous voulez, c'est tout réuni ensemble. C'est évident que ça ne pouvait être que lui. Et il y a eu ces traces, il y a eu ces éléments matériels, disons, et il y a trop de hasard pour que ça soit quelqu'un d'autre. Voilà, moi je suis, c'est ce que je dis toujours, très pour les droits de l'homme et la présomption d'innocence. Mais là, vous avez tellement d'éléments les uns à côté des autres que ça ne peut être que Kamel Ben Salah. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour moi, ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Dans les explications qui sont avancées pour expliquer ce basculement vers ce geste complètement fou qui consiste à égorger 3 personnes et en tuer une autre par balle, il y a donc son enfance, comme toujours, comme souvent. Oui. C'est un enfant, Kamel Ben Salah, qui a été abandonné par sa mère. Oui. Oui. C'était quelqu'un qui s'est élevé aussi dans la rue, je crois, pendant des années.
Et, il a été élevé par son père, je crois qu'ils étaient 7 enfants, et le père les a élevés tout seul, donc il y a un manque d'affection qui paraît clair, etc. Il y a un retour en Tunisie aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, le père réémigre en Tunisie, et Kamel se retrouve là-bas, il connaît personne, il parle pas la langue. Oui, mais il y a eu la femme de son père avec qui ça n'allait pas. Donc il est revenu, il a vécu dans la rue, puis à sa façon, il a quand même s'est organisé pour mener une certaine existence. Et peut-être qu'il comptait beaucoup sur Sandrine, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Merci infiniment, maître Jacoba Jonc-Dunant, avocate de la partie civile, dans cette affaire de la tuerie de Montfort. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.